J'ai un ami qui a fait le malin avec Warner Bros. Il vendait des trucs Harry Potter en print on demand. Warner Bros, il en fait bon, t'as fait combien sur ce mois-ci? Il lui a fait 50 000. Il fait c'est très bien, les 50 000, c'est pour nous. Hop, tu fais le virement. Allez hop. Donc, ouais, faut pas déconner avec les droits d'auteur, les brevets, etc. Faut pas déconner. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais la chanson, abonne-toi, clique sur la notification. Sinon les gars, les 100K qu'on doit atteindre, ça va jamais se faire. Hein. À un moment donné les gars, voilà, faut mettre la main à la pâte. On est ensemble ou pas? Donc les gars, nouvelle interview sur Sexful comme tu aimes. Hein. Assieds-toi bien, mets ton bavoir comme disait l'autre. Hein. Et je te présente directement Thomas. Comment ça va Thomas? Salut à toi, merci beaucoup. Ça va super et toi? Bah écoute, ça va super super. Bah, ça fait plaisir que tu sois venu sur la chaîne. Avec plaisir, merci de l'invitation. Bah écoute, est-ce que tu peux dire un petit peu ce que tu fais rapidement aujourd'hui et puis après on va revenir un petit peu dans les débuts, où est-ce que tu as grandi pour que tu puisses arriver jusqu'à aujourd'hui, quoi, les résultats que tu as eu aujourd'hui, quoi. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors moi aujourd'hui, donc ce qui est bien, c'est qu'on est presque sur le même fuseau horaire. On a juste une heure de décalage parce que toi, tu es en Colombie actuellement. Moi, j'habite à Orlando depuis peu. Donc je suis né en France, hein, j'ai grandi en France. Et aujourd'hui, en fait, j'ai plusieurs activités. J'ai une activité principale qui est, et pour beaucoup de monde me connaissent là-dessus, c'est le print on demand. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est on met les designs sur des produits et une fois qu'il y a une vente, notre fournisseur va l'imprimer et l'envoyer à notre client. Donc, c'est un peu un dropshipping, mais amélioré. J'expliquerai un peu plus en détail peut-être. Et j'accompagne aussi, du coup, beaucoup de personnes sur le print on demand, mais aussi tout ce qui est marketing en ligne. Donc, comment avoir du trafic, que ce soit payant, gratuit, comment faire du print on demand, du e-commerce, vendre des produits en affiliation, des produits en ligne. Enfin bref, j'ai quand même beaucoup développé le business en ligne. Mais voilà, principalement, c'est e-commerce plus print on demand. Et là, aux États-Unis, je développe une agence marketing plus ce que je fais. Donc voilà, j'arrête pas, mais c'est pas mal. Ok, super. Est-ce que du coup, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as grandi? Oui, bien sûr. On va remonter chronologiquement un petit peu, même l'école que tu as fait, les collèges, tout ça. Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai grandi dans les Yvelines à Verneuil-sur-Seine, pour ceux qui connaissent. J'étais à l'école Notre-Dame de Verneuil, juste à côté de la maison, donc c'était cool. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais une bille à l'école, mais vraiment, je travaillais beaucoup en fait. Mais le problème, c'est que l'école aujourd'hui te force à être bon en rédaction. L'école, l'éducation, c'est ça. Et si t'es pas bon en rédaction, t'es nul à l'école. Donc moi, j'ai eu mon bac au rattrapage. Je crois que j'avais 8,40 quelque chose. Et le lendemain, il y avait le rattrapage. Le rattrapage, j'ai eu deux notes, c'était 15 et 17. Donc, du coup, j'ai eu mon bac au final à 11,70 parce que le rattrapage, ça se fait à l'oral. Et en fait, c'est juste que moi, j'étais nul à l'écrit. Par contre, à l'oral, ça allait. Et comme je bossais mes cours, j'avais pas trop de problèmes. Mais ce fait d'être dernier, j'étais dernier de ma promotion, ça m'a toujours pas importé. En fait, moi, je continuais à bosser, je m'en foutais. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça m'a appris à travailler beaucoup. Et c'est vrai que ça me sert encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je peux travailler des grosses séquences par journée. Et en fait, ça me dérange pas parce que j'ai eu cette habitude depuis très jeune. Je faisais aussi, comme quelqu'un qu'on connaît très bien, beaucoup de basket quand j'étais plus jeune. Donc pareil, hein, l'effort, tu t'entraînes, t'es meilleur, etc. Donc il y a tout ça aussi en fait qui a fait que j'ai pris goût au travail et que j'ai vu que quand tu travaillais, tu as eu des meilleurs résultats. Bon, sauf à l'école, visiblement. Euh, et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout simplement une école de commerce. Pour ceux qui connaissent, c'est l'ISTEC à Paris. Donc, j'ai fait pendant 3 ans pour avoir mon bachelor, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un bachelor en marketing, je ne sais pas trop quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours eu un rêve pendant beaucoup d'années, et je l'ai encore d'ailleurs, mais c'est un rêve très long terme, c'est d'ouvrir un restaurant aux États-Unis. Donc, on s'en rapproche, mais un restaurant façon fast-food, mais très haut de gamme, hein. On n'est pas sur le McDo. Si tu connais, on est plus sur du tu sais, Panera Bread, mais plus, tu vois. Si tu vois un peu le délire. Donc, j'ai toujours eu cette envie. Alors, évidemment, pas pour moi cuisiner derrière, mais pour avoir un restaurant, il faut maîtriser les bases. Donc, je suis allé dans une école de cuisine, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle Ferrandi, à Paris, pour apprendre les bases de la cuisine. Donc, honnêtement,
C'est l'année la plus dure de ma vie. C'était proche du service militaire, limite. Genre, tu te levais, tu t'étais en cuisine à 6 heures du mat, tu finissais à 6 heures du soir, tu avais 10 minutes de pause et c'est tout, quoi. Et tu alternes le chaud, le froid. Enfin, tu douilles. Vraiment, tu douilles. Mais c'est génial parce que bah, déjà, tu apprends à cuisiner, tu apprends les bases et tu apprends vraiment tout ce qu'il faut pour maîtriser. Donc, j'étais super content. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné dans un master en business, international business, donc en anglais à Paris. Euh, et j'étais en alternance dans une grande compagnie qui s'appelle Elior, pour ceux qui connaissent. Et en fait, au bout d'un moment, la deuxième année, je voyais que je patinais, que je n'avançais pas. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais pas finir mon master, tant pis, je vais lancer mon entreprise. Ça m'apporte rien. Et en fait, je me suis mis pendant 6 mois à lire que des livres de business. Et c'est là où j'ai eu la révélation. Je me suis dit, putain, pendant 5 ans, en fait, j'ai perdu mon temps à l'école. Alors, pas la partie, on va dire, cuisine, où là, j'ai vraiment appris des choses, mais c'est un autre domaine, tu vois. Mais sur la partie business, pendant 5 ans, bah, j'étais en école de commerce, j'ai appris que dalle j'ai appris à faire des SWOT, à faire des études Pestel, pour ceux qui connaissent, qui ne servent à rien. Et j'ai commencé à lire, en fait, des livres de business, et je me suis dit, en fait, c'est dingue parce que on prône beaucoup l'éducation, l'école, etc. Et c'est bien d'avoir un minimum de réflexion, c'est clair. Par contre, en fait, quand tu vois que n'importe quelle école au monde, aujourd'hui, tu auras au mieux les meilleurs profs qui habitent aux alentours. Tandis que dans les livres, tu as les meilleurs cerveaux du monde qui ont existé, qu'ils soient vivants ou non. Et quand tu comprends ça, bah, ça fait une différence phénoménale. Et surtout que le prix de l'école fait qu'augmenter en France. Alors, on n'est pas au niveau des États-Unis où c'est scandaleux, mais le prix de l'école fait qu'augmenter en France. Quand tu vois le prix d'un livre, parfois, c'est 9 euros. Si tu te débrouilles bien, tu peux avoir le PDF gratuit. Tu te dis, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Euh, donc voilà. Et quels sont les livres du coup, que tu as lus pendant ces 6 mois et qui t'ont marqué? Le premier qui m'a vraiment ouvert toute cette vision, c'est, je pense, comme beaucoup de personnes, c'est La semaine de 4 heures. Parce qu'en fait, moi, ce livre, par rapport à beaucoup de personnes où je sais qu'ils se sont dit, ouais, c'est trop bien, genre c'est un peu un mythe et tout, pour moi, il m'a vraiment appris à être très bon en management. Moi, c'est ce que je retiens de ce livre, c'est que le mec, en fait, dès qu'il lance un business, il délègue, il automatise et il est tranquille, tu vois. Et c'est ce que je réplique en ce moment dans tous mes business depuis quelques années. Et ça marche vraiment. Et c'est ça qui est ouf. Mais c'est ce livre qui m'a explosé après. Bah, c'est des classiques, mais vraiment, c'est des livres, je pense, qui martèlent, hein. Père riche, père pauvre, ça choque personne, je pense. L'autoroute du millionnaire, ça choque personne non plus. J'en oublie sûrement, mais tu vois, tous les livres, les gros livres que tout le monde connaît, ont été pas mal. Mais je pense que celui qui m'a vraiment, vraiment fait passer à l'action à fond, c'est l'autoroute du millionnaire. Ouais. Parce que j'étais déjà dans cet état où tu vois, j'avais pas mal de connaissances et l'autoroute du millionnaire, je me suis dit, bon, let's go, on y va, tu vois. Mais vraiment pas mal. Et c'est des livres super cons, quoi, qui font une petite différence. Et il y a un livre que moi j'adore et que personne ne connaît. Moi, je suis nul en vente direct one-to-one, en tant que commercial, je suis nul. Mais ce livre, il était intéressant parce qu'il m'a appris vraiment à mieux gérer la vente. Ça s'appelle, alors il faut que je retrouve le nom, c'est de Chet Holmes, qui est malheureusement décédé. Et le mec, c'était un brillant commercial qui bossait pour Charlie Munger. Donc, je crois que si je ne me trompe pas, c'est le pote de Buffett, de Warren Buffett. Et le livre s'appelle La prodigieuse machine à vendre ou L'incroyable machine à vendre, quelque chose comme ça. Et en termes de contenu sur la vente, que ce soit de la vente physique ou de la vente en ligne, mais incroyable ce qu'il donne. Donc ça, c'est un livre aussi qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, tu n'as pas besoin d'être bon en vente pour vendre. Et vraiment cool, vraiment cool. C'est quoi le titre, tu dis? C'est La prodigieuse machine à vendre ou L'incroyable machine à vendre, un truc comme ça. D'accord, Mais ok. c'est Chet Holmes, comme Cathy Holmes, l'actrice. Ok, ok, ok. Et Ok. vraiment cool. Et personne ne le connaît, mais vraiment cool. Et en fait, le mec, il a écrit son livre et je crois qu'il est décédé d'une leucémie ou un truc comme ça quelques mois après. Donc, il a peu le temps de faire la promo et d'en faire. Tu vois, donc, c'est pour ça que pas de grand monde le connaisse, comme Tim Ferriss, par exemple. Ok. Ok, donc du coup, tu disais. C'est en anglais ou c'est en français? Je crois que je l'ai lu en français. Ouais, je l'ai lu en français. La prodigieuse machine à vendre, je l'ai lu en français. Ouais. Mais évidemment, il est mieux en anglais. Je l'ai relu en anglais derrière. Tu as quand même plus de petits détails, quoi. Ok, ok. Ok, donc du coup, ouais, t'as vu l'école, ça servait pas à grand chose. Bah, déjà, justement, en même temps, comme ça permet aux gens de savoir aussi. Tu sais, toi, les prix qui se pratiquent pour les écoles aux États-Unis? Ouais, bien sûr. Là, je suis en train de parler avec des amis qui hésitent à aller à l'école pour faire leur MBA ou non. Euh, elle m'a donné, cette personne m'a donné le prix. Je suis parti en courant. C'était 100 000 euros l'année. Enfin, 100 000 dollars l'année.
j'ai fait mes casse-toi. J'ai fait casse-toi. 100 000 $, je fais tiens, je vais te donner des livres, t'en fais pas. Mais 100 000 $, c'est un délire. En fait, il y a plusieurs choses aux États-Unis. Je vais la faire courte, mais en gros, si, tu vois, moi j'habite en Floride. Si je veux étudier en Floride dans une faculté d'État, donc Florida State par exemple, euh, je vais payer dans l'idée, je crois que c'est 10 000, 10 000, 12 000 $ à peu près. Et ça, c'est juste le prix de l'école. Après, tu as le logement, enfin bref, tu as compris. Donc, on monte facile à 20 000, on va dire, sur une année. Si je veux, par exemple, aller étudier, je sais pas, je tape un délire, je me dis, non, je vais aller étudier en Californie. Là, ça va être minimum 40 000 parce que je serai hors de l'État, tu vois. Et ça, c'est sur des trucs publics, hein. Quand tu montes sur le privé, si je veux monter sur je sais pas, une université que tout le monde connaît, mais bah, tu vois, par exemple, là, à côté enfin, à côté de chez moi, 25 minutes de chez moi, il y a une des deux plus grandes universités du pays qui s'appelle UCF, donc c'est University of Central Florida. Donc c'est à Orlando. Le campus, apparemment, j'y suis pas encore allé, mais c'est une grosse ville et tout. Je crois que là, tu commences minimum à 50-60 l'année. Ok, donc généralement, au minimum, tu t'es parti pour 10K sans compter le logement, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en général, je crois que la moyenne de dette étudiante, on est dans les 200 k pour toute la durée des études, quoi. Donc, c'est un sacré délire. C'est un sacré délire. Ok, donc du coup, alors là, tu vois, tu t'aperçois que les études, ça sert à rien. Enfin, si, apparemment, Ouais. et que tu commences à lire pas mal de livres. Qu'est-ce qui se passe après? C'est ça. Et du coup, là, je lance mon premier business qui est tout simplement un business de Amazon FBA. Donc, tu sais, tu prends du stock sur Alibaba, tu l'envoies sur Amazon et c'est con, hein, mais tu fais tes premières ventes. Genre, je me souviendrai toujours de ma première vente, c'est un câble USB tu sais, type C, là, les nouveaux chargeurs, enfin pour les chargeurs et tout. Et là, je fais waouh, tu sais, j'ai vendu un truc en ligne, 8,16 € de mémoire. Truc tout pourri, hein. Tu fais pas de marge avec 8,16 €, tu te doutes bien, mais tu te dis, mais waouh, c'est possible, quoi. Et donc, en fait, du coup, je vais commencer en fait à creuser dans cet univers du e-commerce que j'ai toujours affectionné. Et ensuite, je me lance évidemment sur du dropshipping avec Shopify, tout simplement parce que je me rends compte d'un truc, je fais Amazon, c'est bien. Par contre, tu n'as pas tes clients. Et tu sais, quand j'ai commencé, j'avais 25 ans. À 25 ans, tu te dis que tu vas monter une entreprise et que c'est bien d'avoir ses clients parce que c'est trop bien d'avoir une entreprise. Alors qu'en fait, voilà, aujourd'hui, je suis revenu sur Amazon et Amazon, c'est très très bien et tu n'as pas besoin de tes clients, quoi. Tu peux faire beaucoup d'argent sans tes clients. C'est juste une stratégie différente, il faut l'accepter, quoi. Et donc, j'ai commencé donc Shopify avec AliExpress, classique. Et puis, putain, je vois que ça m'emmerde quand même, tu sais, 3 semaines de délai. Parfois, le produit, il arrive cassé, parfois, il n'arrive pas. N'importe qui peut copier ton site, hein. Tu sais, je pense que tu l'as connu, si tu as interviewé ou parlé avec des dropshippers, c'est ah non, je peux pas te dire ce que je fais. Je fais putain, c'est quoi ce business? Tu sais, t'imagines, ton business il est tellement nul que tu peux même pas dire ce que c'est parce que n'importe qui peut te le copier. Je fais ok, c'est pas bon. Et là, par hasard, je vois tout simplement un truc passer, un design passer en fait d'un Américain qui a un ours avec des bois, tu sais, des bois de cerf en fait. Et en fait, il met un jeu de mots, il met bear. Parce que tu sais, le ours en anglais, c'est bear. Et le deer, c'est le cerf. Et en fait, il met le mix et en fait, ça fait beer. Et en gros, le gars, il ciblait que les mecs qui aimaient la bière. Et la chasse, évidemment, tu vois. Et j'ai fait putain, c'est trop malin. Donc, un truc que je recommande à personne de faire, mais j'ai recopié son design. Donc, ne faites pas ça, hein, c'est illégal. Mais j'ai recopié son design et j'ai commencé en fait à vendre ce genre de produits sans savoir que c'était en fait du print on demand. C'est-à-dire que je mettais mon design sur mon produit. Et comme je l'expliquais plus tôt, une seule fois que j'ai la vente, mon fournisseur l'imprime et l'envoie, donc gère toute l'expédition, etc. Donc c'est du dropshipping amélioré, mais ce qui est bien, c'est que c'est automatisé. Tu sais, je n'ai pas à passer mes commandes tout seul, ça se fait tout seul. Enfin, je n'ai pas besoin de passer mes commandes, ça se fait tout seul, justement. Les délais de livraison, c'est entre 3 et 7 jours. Donc là, on est bien. Et surtout, personne ne peut te copier. Normalement. Moi, ce que j'ai fait, c'est totalement illégal, mais en vrai, le mec, s'il m'avait reconnu, il aurait pu aller voir son avocat et dire hey, ça, c'est à moi, je lui mets un truc. Heureusement, moi, j'ai pas duré longtemps avec ce design parce que j'ai commencé à me dire ok, je fais des ventes, mais c'est pas très sérieux, tu vois. Et en fait, j'ai commencé à bosser avec des influenceurs Instagram sur la chasse, etc. Et je suis parti en fait dans cette niche sans le vouloir. Donc, je vendais des produits sur la chasse. Et je me souviens, j'ai fait un shout-out, ça s'appelait, c'était un placement sur les posts, parce qu'à l'époque, les stories n'existaient pas, d'une page à 2 millions. J'ai mis, je crois, 50 $ et ça a duré 2 heures. Après 2 heures, le mec supprimait le post, tu vois. Et je crois que j'en ai retiré 800 $. J'ai fait,
ah ouais, ok. Ok, là, il y a un truc à faire. Et donc après, j'ai commencé à me développer, à mieux comprendre le print on demande, à faire des vrais trucs. J'ai changé de niche, évidemment. Je suis parti sur la niche de la cuisine, hein, je peux en parler, il n'y a pas de souci. Et là, en fait, il s'est passé un deuxième truc qui était drôle, c'est que je ciblais, tu sais, la femme au foyer de 35 ans, tu sais, genre trop bien, qui a de l'argent, qui se fait un peu chier chez elle, donc bah, qui a envie d'acheter des trucs de cuisine, tu vois. Donc je faisais mi-dropshipping, mi-print on demande. Sauf qu'en fait, mes pubs, donc elles étaient full en anglais. Et je commence à voir tu sais, les noms des clients. Et là, je vois que les noms des clients, c'est que des Gonzalez, des Martinez, des. Bref, que des Latinas, quoi. Et je fais, putain, merde, je fais ma pub, elle est en anglais. Je cible les États-Unis parce que je faisais du business sur les États-Unis. Et j'ai que des personnes qui parlent espagnol. Donc, j'ai essayé de mettre mon site en anglais, en espagnol, de mettre mes pubs en espagnol. Je vendais rien. Je fais, attends, c'est bizarre ça. Donc c'était assez drôle parce qu'en fait, j'avais une idée de la cible que je voulais. Finalement, c'est pas du tout ce genre de personne que j'ai ciblé, mais qui achetait. Et donc, en fait, j'ai shifté ma communication. Et tu vois, ça m'a appris qu'en fait, bah, même si tu as une idée en business, bah, faut shifter et faut être souple et il faut tester, quoi. C'est clair qu'il faut tester. Et donc, après, voilà, j'ai commencé à faire du print en demande. Et je me suis lancé, donc là, on est en 2017, je me lance sur YouTube et je commence à parler de print en demande. Et en 2017, enfin, déjà aujourd'hui, il n'y a personne. Alors en 2017, dis-toi que c'était le désert. Il y a personne qui en parlait. Et donc, j'ai commencé à en parler. Du monde m'a demandé une formation. Et puis, bah, la suite, tu connais. Hein, j'ai commencé à vendre mes formations, etc., etc. Et puis, on a développé le truc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, le print tournament, je pense que j'ai fait le tour. Je crois que sur ma chaîne, il y a plus d'une centaine de vidéos sur le sujet. Ça va, tu vois. Je vais essayer de parler un peu d'autres choses. Donc, tu vois, je parle d'investissement, je parle de acquisition de trafic, affiliation, vente de formation en ligne, etc., etc., quoi. Donc, voilà, j'ai parlé de pas mal de sujets. Et donc, au final, les gens me demandaient des formations. Donc, j'accompagnais, etc., etc. Mais du coup, attends, parce que tu as fait quand même pas mal de business. Quand tu t'es lancé dans le dropshipping, du coup, tu avais réussi à être rentable. Tu t'étais formé parce que là, on dirait que tu es passé comme ça. Non, 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 oui, oui, ouais, c'est vrai que j'ai zappé un peu tout. Mais oui, oui, évidemment, je me formais. Je me suis beaucoup formé aux États-Unis. Donc, à chaque fois, en fait, moi, j'ai acheté une formation, par exemple, dropshipping, formation, boum, je mets en place. Et tant que j'ai pas de résultat, je passe pas à autre chose, tu vois. Donc, oui, j'étais rentable, mais rentable en dropshipping, tu vois, ça veut tout rien dire dans le sens où si je payais, et ce que je faisais, hein, mais si je payais tous mes impôts, toutes mes taxes, tous les fournisseurs, etc., euh, à la fin, il me restait 400, 500 euros, quoi. En net, 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 tu vois. Donc, c'est très bien, hein, c'est cool pour un business, mais tu vis pas de ça. Donc, tu vois, en attendant, j'avais toujours j'avais un job à côté que j'ai repris, tu vois, au SMIC, vraiment au minimum. Et en même temps, je taffais. Donc, je taffais sur le dropshipping, je taffais sur la chaîne YouTube. Quand je dis dropshipping, c'est aussi print en demande, hein, mais je taffais là-dessus, je taffais sur la chaîne YouTube. Je commençais un peu aussi en affiliation parce que tu vois, à un moment, je me suis dit, bah attends, je sais faire de la pub Facebook, je sais vendre des produits en ligne. Ce que je vais faire, et ça, c'est quelque chose que je vois personne le faire et je trouve ça dommage, mais c'est plutôt pas mal, c'est en fait de faire de la pub pour des produits en affiliation, donc des produits que moi je crée pas. Et en général, comme la marge est plutôt pas mal, bah, tu t'y retrouves et c'est beaucoup plus intéressant. Donc j'ai commencé aussi à travailler un peu là-dessus. Vraiment, ça c'était vraiment un business sur le côté, tu vois. Genre, je lançais ça, tes pages de capture, ça renvoyait vers une page de vente derrière. Je récupérais les emails, je retravaillais par email un peu, tu vois, ça faisait aussi des ventes. Donc ça montait, tout montait, tu vois, mais je devais être dans les 2000 euros par mois. Mais j'avais toujours mon job parce que je voulais en fait pas quitter. Tu sais, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui font l'erreur de quitter trop tôt leur job. Moi, je voulais quand même avoir plein de sécurité pour derrière réinvestir et aller beaucoup plus vite, tu vois. Mhm. Voilà. Et puis après, je me suis formé bah, soit en regardant bah, des formations, pareil aux États-Unis, hein, je me suis beaucoup formé aux États-Unis, soit en allant à des séminaires, soit en bouffant des livres et des vidéos YouTube, j'en ai bouffé, mais à un moment, je crois que j'étais à 3 4 heures par jour de vidéos YouTube, tu vois. Et pas des Squeezie et Cyprien, hein, des vidéos, tu vois, où ça parle business à fond, quoi. Donc voilà. Et du coup, tu n'as jamais eu ce problème de ouais, j'ai pas envie d'investir dans une formation. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des gens, c'est parce qu'ils pensent que c'est une carotte. Il y en a qui pensent que je peux y arriver tout seul, j'ai pas besoin d'une formation. T'as jamais eu ce syndrome-là? Bah, si, parce qu'en fait, tu vois, par exemple, aujourd'hui, mon business principal, mais c'est normal parce que c'est celui où je mets le plus d'efforts et celui où je prends le plus de plaisir, c'est de vendre des formations. Parce que moi, ce que je dis toujours à mes amis qui comprennent pas trop mon business, je leur dis, l'argent, c'est très bien, mais il y a un truc, mais putain, qu'est-ce que c'est bien quand tu as un client, c'est qui te dit, putain, merci Thomas, grâce à toi, je fais 1000 euros par mois grâce à toi, je me suis barré, je fais 5000 euros par mois, je me suis barré dans un autre pays et tout, c'est génial, tu vois. Et là, tu te dis,
putain, là, c'est bien, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai vraiment foncé là-dessus. Mais tu vois, par exemple, je me suis jamais formé sur la vente de produits en ligne. Faire des pages de vente et tout, je me suis jamais formé. J'ai appris tout seul. Donc pourquoi? J'ai pas la réponse à ça. Mais en fait, ça me paraissait, tu sais, en fait, pour moi, et vraiment, hein, je le dis et je suis honnête, moi, je suis passionné d'e-commerce. Si aujourd'hui, vous partez de zéro, faites pas de l'e-commerce. C'est beaucoup trop dur. Tu dois maîtriser tellement de métriques. En fait, tu dois faire 5 métiers en un. C'est dur, quoi. Si tu n'es pas passionné, c'est dur. Alors que tu vois, du coup, quand tu as appris l'e-commerce, à gérer les pubs, le SAV, les retours, le marketing, les pages de vente, les prix, les achats, etc., quand derrière tu vas faire une page de vente pour vendre un produit digital en ligne, putain, pour moi, je me suis dit, c'est facile, tu vois. Donc, je ne me suis jamais formé là-dessus. Pareil, en affiliation, je ne me suis pas trop formé. J'ai trouvé ça vite logique, en fait, de donner, tu sais, si tu veux que les gens passent par ton lien, bah, tu donnes un bonus en plus et ça augmente ton taux de conversion, ce qui est logique. Voilà. Enfin, après, tu sais, c'est à force de consommer du contenu aussi, tu n'as pas besoin de formation parce que tu prends un petit tips à droite, un petit tips à gauche. Et puis voilà, j'étais déjà dans le business en ligne. Par contre, c'est clair, quand tu commences de zéro, que tu as zéro connaissance, prends un truc, forme-toi et c'est important. Et puis après, évidemment, tu fais des rencontres qui, si tu connais personne, ça peut être du coaching, de l'accompagnement et tout, qui peuvent t'amener à un niveau supérieur. Moi, c'était des rencontres, notamment des personnes que tu connais comme Maxence Rigotier, comme Olivier Roland. J'ai aussi rencontré, quand on était des microscopiques, Pierre Elliott et Roman de Ecom French Touch. Et Maxime aussi, tu vois. Et donc, du coup, tu sais, tu crées en fait un univers et forcément, tu parles business tout le temps, tu progresses, tu vois. Et je me suis fait aussi accompagner par des Américains qui m'ont aidé sur mon business aussi, ouais. Ah ouais, et donc du coup, ah ouais, tu peux te faire accompagner par des Américains, même si... parce que du Ouais, coup... oui, parce que les problématiques, c'est les mêmes, tu vois. Ok, il y en a, ils comprenaient pas les pages de vente, évidemment, tu vois, mais je leur disais, voilà, mon problème, à un moment, c'était, je crois en 2019, j'étais à 10 000 euros par mois. Je fais, bon, c'est bien, tu vois, mais tous les mois, c'est la même chose. C'est 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. À aucun moment, je progressais. Et il me dit, tu vois, peut-être que tu dois changer ton canal d'acquisition de trafic, peut-être que tu dois faire ça, tu vois. Et c'est des trucs que tu sois au Japon, en France ou aux États-Unis, c'est le même business, tu vois. C'est d'où vient ton trafic, combien te coûte le trafic et combien te rapporte le trafic. Et donc après, tu optimises tout ça, etc. Donc c'est intéressant, quoi. C'était surtout aussi un aspect, je ne sais pas si tu l'as eu, mais moi j'ai vraiment commencé le business en ligne sur la vente de formation sur du pur organique. Je vendais tout avec YouTube. Donc ça me coûtait zéro. Et tu sais, mentalement te dire, putain, je vais devoir payer, mettre de l'argent pour espérer avoir des leads, ça a été un gros blocage pour moi. Et en fait, c'est con parce que c'est ce blocage qui, quand il a sauté, ça m'a propulsé, tu vois. Ok. Ah ouais, donc du coup, c'est ça la stratégie parce qu'à l'époque, quand tu bloquais à 10K par mois, c'était parce que tu n'achetais pas Full de... orga. Full organique, ouais. Ouais, ouais, full organique. Et du coup, tu sais, tu te dis, ouais, mais là, je suis bien à 10 000. Mais tu sais, 10 000, quand tu es une entreprise, surtout en France, c'est bien, tu gagnes bien, mais tu gagnes pas assez pour trop investir, tu vois. Donc, tu es un peu entre les deux et c'est des petits risques mesurés. Après, il y a aussi, moi, j'ai aussi un problème, c'est quand je me dis, tiens, je vais investir en pub, direct, je me dis, je vais mettre 10 000. Je fais, non, non, attends, sois pas con, mets d'abord un palier de 500 ou de 1 000 et t'augmentes petit à petit dès que tu es rentable, tu vois. Mais voilà, il y a ça aussi pourquoi j'avais ce blocage un peu bête. Et tu vois, j'ai essayé pas mal de choses. Genre, à un moment, je tournais à un live par semaine, un webinaire par semaine, avec de la pub toute la semaine et tout. Et tu vois, sur le long terme, c'est pas, tu peux pas. Sur le long terme, tu claques. Et je veux revenir au moment où tu vendais des produits sur la chasse. À un moment donné, Ouais. tu disais que tu vendais des produits genre en dropshipping et aussi des produits en print on Ouais. demand. J'ai pas compris en fait. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais un site tout simplement sur la chasse, tout simple. Et j'avais une partie des produits qui étaient dropshipping. Donc ça, c'était géré par le vendeur de dropshipping. Et j'avais une produit où c'était AliExpress, tout simplement. Et d'ailleurs, j'avais même un produit qui se vendait extrêmement bien. Ça s'appelait, pour ceux qui sont curieux, ça s'appelait un slingshot. En gros, c'est un espèce de ballon de baudruche avec un anneau en plastique. Tu mets une bille en plomb dedans, t'envoies et ça envoie des missiles, hein. Genre, ils faisaient des vidéos, les mecs, ça cassait des pommes en deux, tu vois. Et donc ça, j'ai commencé à le vendre jusqu'au moment, mais j'en vendais, je pense, je vendais parfois, ça montait à des 1000, 2000 $ par jour, hein. Sauf, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré qu'une semaine, parce que j'ai reçu par email un mec qui me fait, écoute, c'est très bien ce que tu fais, par contre, c'est notre produit, on l'a déposé, on l'a breveté aux États-Unis, donc tu n'as pas le droit de le vendre. Moi, j'étais un peu, je commençais le business, je me dis, ouais, c'est du bullshit, je fais, ok, vas-y, montre-moi la preuve.
Le mec, il me fait OK. Il m'envoie le brevet et tout en pièce jointe par email. Putain, j'étais blanc, hein. J'étais blanc, j'ai fait, ah, pardon, j'arrête, pas de souci, tu vois, parce que je me dis, le risque était beaucoup trop gros, mais Ouais, et puis en plus, il a été gentil parce qu'il aurait pu te laisser vendre pendant une année et puis après arriver avec les avocats. Et puis les avocats aux États-Unis, ça rigole pas. Ils t'auraient défoncé. ah ouais. Tu vois, pour parler de ça, j'ai un ami qui a fait le malin avec Warner Bros. Il vendait des trucs Harry Potter en print en demande. Warner Bros, il en fait, bon, t'as fait combien sur ce mois-ci? Il lui a fait, bah, 50 000. Il fait, bah, c'est très bien. Les 50 000, c'est pour nous. Hop, tu fais le virement. Allez, hop. Donc, ouais, faut pas déconner avec les droits d'auteur, les brevets, etc. Faut pas déconner. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté la chasse, parce que mon best-seller, je l'avais plus, tu vois. Et puis, petit à petit, tu vois, je voyais que ça descendait. J'ai fait, bon, le print en demande, ça vend, mais ça vendait pas aussi bien que ce truc-là. Mais je te jure, le truc était incroyable, quoi. C'était une arme de destruction, le truc. Waouh. Et ok, donc du coup, tu as commencé ta chaîne YouTube. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu es venu à Orlando? Très bonne question. En fait, ça a toujours été un rêve de gosse d'habiter aux États-Unis. Je pense que, bon, on en a parlé un peu en off, mais comme toi, tu as la mentalité américaine, bah, c'est pas pareil, quoi. C'est quand même un autre niveau. Moi, j'ai toujours été passionné de basket aussi. Donc, tu sais, j'ai toujours été très imprégné dans cette culture américaine et je me suis jamais retrouvé dans cette culture française. Et tu vois, là, j'ai 29 ans, mais ouais, à partir de 18 ans, dès que j'ai commencé à être majeur et commencé à gagner un peu d'argent, tu sais, par des petits jobs à droite à gauche, c'est les jobs d'été et tout en général. Je prenais les jobs d'été, tout l'argent que je faisais, je le mettais dans un voyage aux États-Unis, tu vois, pour aller aux États-Unis. Donc j'ai beaucoup voyagé là-bas. Et à chaque fois que j'allais, j'étais genre, mais waouh, c'est magnifique, tu vois. Et dès que je revenais, j'étais en dépression totale parce que je me dis, putain, mais la France, ça me correspond pas, quoi. Et donc après, pourquoi Orlando? Je me suis dit, attends, j'ai grandi toute ma vie à côté de Paris. Merde, quoi. Genre là, si je déménage, j'ai envie d'un truc au soleil. Bon, donc vite, au choix, tu as toute la Sunbelt, hein, donc tu as Texas, Californie, Louisiane, mais bon, bof, ou Floride. Californie, j'ai regardé les taxes, j'ai fait non. En plus, tu as 11 heures de décalage. Non, 9 heures de décalage, mais 11 heures de vol. Je fais, oh, laisse tomber, c'est trop compliqué. Floride, j'y avais été pas mal de fois, j'avais bien aimé. Et après, donc forcément, tu dis Floride, tu te dis Miami. Et moi, je me suis fait, ouais, Miami, tu vois, genre, j'aime bien cette ville, c'est cool pour aller en week-end, en voyage et tout, mais tu vois, je me vois pas y vivre. Il y avait peut-être Fort Lauderdale que j'aimais bien, tu sais, à 20-30 minutes au-dessus, qui est vraiment sympa, mais je me suis dit, ouais, je sais pas. Et Orlando, j'y vais, je fais, non, non, Orlando, depuis que j'ai mis le premier pied à Orlando, je surkiffe. Et il y a aussi quelque chose que j'adore à Orlando, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Français. Et tu vois, genre dans mon esprit de je déménage à l'étranger, je veux pas trop de français. Bon, au final, j'ai une dizaine de potes qui sont français, mais je veux dire, dans l'idée, tu vois, tu entends plus parler, comme on disait avant, espagnol, anglais, etc., que français. Et donc, en ça, je me disais, OK, c'est cool, je suis content. Tu as aussi Tampa, une ville que peu de Français connaissent, mais qui est géniale à vivre, vraiment cool. Donc voilà, pourquoi Orlando? Tout simple, j'ai fait un fichier Excel, je te jure, hein, et j'ai fait les pour et les contre. Orlando, Miami, Tampa. J'avais aussi Montréal où je voulais habiter. Rien à voir, hein, je sais, mais que j'aime beaucoup cette ville aussi. Et au final, bah, j'ai fini à Orlando et puis voilà quoi. Et je regrette absolument pas le choix. Ouais, bah, c'est marrant parce que Montréal aussi, ouais, j'ai vraiment kiffé Montréal aussi. J'ai kiffé aussi Toronto aussi. Toronto, c'était. Ouais, carrément. C'est des grosses villes. Bon, le problème, c'est que tu vois, en fait, ce qui a défini ma décision, c'est que quand j'allais aux États-Unis et que j'avais mon business, je faisais des grands tours de 3 semaines, tu vois. Et je faisais New York, Orlando, Montréal, Toronto, etc. Et j'étais en phase de faire ma décision. Montréal, j'adore cette ville, j'ai pas mal de potes là-bas et tout. Et là, j'arrive en février, moins 20 degrés, ça me brûlait les jambes. J'ai fait, tu sais quoi, je me casse. Orlando, c'est bon, c'est signé, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est clair. Moi, je me rappelle, il y a une fois, j'avais été. Parce que moi, je savais pas qu'il faisait froid comme ça. On m'a dit, oui, il fait froid, mais je me suis dit, ouais, froid comme en France, quoi. Je suis arrivé avec des chaussettes normales, des chaussettes normales, quoi, tu vois. Je suis arrivé, mais j'ai cru que j'allais perdre mes orteils, quoi. C'était incroyable. Ah ouais, non, c'est vraiment violent. Et tu vois, là, pour le coup, on en parlait avant, mais en termes de qualité de vie, la Floride, t'es entre 20-30 degrés, quoi. Tous les jours. Et qu'il pleuve, qu'il y ait du vent, qu'il y ait une tornade, 20-30 degrés, et c'est trop bien, quoi. C'est trop, trop bien. T'es qualité de vie plus, quoi. Et après, tu vois, j'aime bien parler de ça, mais t'as plein de petits services. Tu sais, là, je suis dans un condo, donc avec salle de sport, piscine, etc. Quand je veux sortir ma poubelle, je la mets devant ma porte, t'as un mec qui passe tous les soirs. Enfin, tu sais, c'est des petits détails, mais tu te dis, j'ai du Starbucks. Attends, dans le lobby, j'ai Starbucks illimité. Enfin, Ah ouais? c'est un délire, c'est un délire. Je me dis, mais putain, quand t'arrives en France, c'est que tu loues ton appart, t'as juste l'évier et puis tu te démerdes. Là, t'as tout, t'es trop bien, quoi. T'es vraiment trop bien.
Et Tampa, c'est pas mal, parce que déjà, c'est beaucoup plus proche de Miami, déjà, ça. Tampa, c'est Non, plus... non, non, Tampa, c'est sur la côte ouest de la Floride. Tu es à 1 heure d'Orlando, mais c'est bien. Une grosse ville qui bouge. On va dire qu'Orlando est plus famille, Tampa est plus business dans ce niveau-là. Et Miami, en fait, Miami, c'est beaucoup plus business, fête, etc. Et Fort Lauderdale va être un peu plus famille, tu vois, D'accord. pour que tu compares un peu. Mais ouais, grosse ville, Tampa, personne connaît, mais en termes de qualité de vie aussi, t'es au top, quoi. T'as la mer, le golfe du Mexique à 10 minutes, tu vois. Donc t'es bien. Ok, et donc du coup, est-ce qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à savoir comment, est-ce que tu as des tips pour savoir, pour pouvoir immigrer, s'il y a des gens qui sont intéressés? Bah, il y a deux choses. Soit tu te maries une américaine, ce qu'on disait avant, hein. C'est soit tu te maries une américaine, c'est le plus simple. Soit, moi j'ai un visa E2, ça s'appelle. C'est un visa investisseur. Tu investis. Alors, si les personnes qui te regardent et qui vont nous regarder, je pense qu'elles font plutôt du business en ligne, hein. Euh, En gros, normalement, tu vas lire tout et son contraire. Alors, il faut savoir que chaque cas est spécifique, mais déjà, il faut prendre un avocat. Un avocat, ça coûte à peu près 10 000 euros, enfin 10 000 dollars, qui va être inclus dans ton investissement, hein. Moi, j'ai investi 100 000 dollars à peu près, mais l'avocat est déjà mis dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas lire tout et son contraire. Tu vois, tu vas lire des personnes qui vont te dire, nous, on a dû investir 300 000, 150. Parce qu'en général, ça dépend du projet. Si les mecs, ils achètent un restaurant, bah oui, un restaurant, tu peux pas mettre 50 000 dollars. Mais sachant que nous, notre métier, on peut prendre un PC et bosser, il faut entre 50 et 100. Pour être plus honnête, je vais vous dire entre 80 et 100, parce que quand même, il faut montrer que tu es sérieux. Et derrière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut investir dans le pays. Donc, tu vois, moi, bah, j'ai investi dans des lumières, j'ai investi dans des appareils photo, j'ai investi dans des trucs que j'ai pas besoin. Tu vois, genre là, mon bureau, je t'ai montré tout à l'heure, il monte, il descend et tout. C'est très bien, mais c'est parce que je devais faire de l'investissement et tu dois recruter quelqu'un. En gros, les États-Unis, c'est du business, hein. C'est qu'est-ce que tu amènes? Pourquoi on va te faire venir? Qu'est-ce que tu vas amener là-bas? Donc moi, j'apporte mes impôts déjà que je vais payer. J'apporte aussi que je crée de l'emploi et bah, derrière que je vais dépenser là-bas. Donc c'est intéressant. N'hésitez pas à favoriser les achats et l'investissement américain. Moi, en gros, je me suis mis dans un truc limite un peu nazi. C'est-à-dire que tant que l'entreprise n'était pas américaine, j'achetais pas. J'étais à ce point-là, tu vois. Genre, par exemple, tu avais un logiciel qui était trop bien. Je ne l'achetais pas s'il n'était pas américain parce que je voulais me focus vraiment sur les États-Unis. Mais tu vois, comme je te dis, c'est au cas par cas. J'ai quelqu'un que je connais très bien aux États-Unis qui est français. Euh, et lui, en fait, il a juste eu besoin d'avoir l'argent sur son compte. Donc, en fait, il a demandé à toute sa famille d'envoyer l'argent sur son compte. Une fois qu'il avait le visa, il a tout renvoyé. C'est tout. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend de ton avocat, ça dépend de la situation. On va pas se mentir qu'en ce moment, je pense que c'est un peu délicat. Ça peut se faire, hein. Moi, j'ai émigré 20 novembre, donc on était en 20 novembre 2020. Donc on était vraiment en plein Covid, quoi. Et il n'y a aucun problème, hein. C'est juste différent. Ça a juste ralenti la procédure, mais ça se fait, quoi. Et donc, une fois que tu as ton dossier qui est prêt, que ton avocat te dit que c'est bon, tu prends rendez-vous à l'ambassade, tu as un rendez-vous, il te pose des questions, etc. Si tu es sérieux et quand tu as investi 100K, tu es quand même assez sérieux, ils sont cool avec toi, ils t'expliquent tout, et puis voilà, tu reçois 2 semaines après ton passeport et c'est bon. Ok, super. Et donc du coup, alors ton rêve de restaurant, alors toujours? Dans 10 15 ans, ouais. Tu vois, là, je me dis, tu sais quoi, le business en ligne, j'adore ça. Je fais du cash, c'est très bien. Je sais pas où je serai dans 10 15 ans, pas du tout. Par contre, je me dis, hey, dans 10 15 ans, tu sais, avoir une petite franchise qui tourne, etc. Évidemment, c'est pas moi qui vais retourner les steaks hachés, hein. J'ai autre chose à faire. Mais je me dis, tu vois, manager ça, avoir ça en business, en tant qu'investisseur, en tant que business, ça peut être cool, ouais. Ça peut être cool. Donc, c'est quelque chose que je prévois, mais ouais, pour ma quarantaine, cinquantaine, tu vois. Là, je vais plus me concentrer pour l'instant sur des business à cash flow qui vont être, bah, on va pas se mentir, Internet quand même, en termes de bénéfices nets à la fin, t'as pas mieux, quoi. T'as pas mieux. Donc, je vais plus me concentrer là-dessus. Je développe mon patrimoine à côté. Je pense que je vais acheter, d'ici 1 ou 2 ans, j'achèterai ouais, des appartements en Floride euh, parce que la facilité, tu vois, c'est tellement facile. Là, le marché est un peu en ce moment, partout dans le monde d'ailleurs. Donc, j'attends un peu que ça baisse et puis là, j'attaquerai, quoi. Ok. Et donc du coup, alors t'accompagnes les gens à se lancer sur Internet. C'est quoi exactement le business? Tu me parlais, tu avais une formation phare. Ouais, bien sûr. Bah, on en parlait en off, mais ouais, ma formation phare, c'est en fait un système que j'ai trouvé et que j'ai développé. Et en fait, je suis parti du principe que la plupart de mes clients, quand je leur présentais un business en ligne, ils me disaient c'est très bien ce que tu fais, c'est génial tes stratégies, mais on a ce problème que tout le monde a, c'est un, soit ils n'ont pas d'argent,
99% des gens, quand ils commencent, n'ont pas d'argent, soit ils n'ont pas de trafic. Et donc, forcément, ils n'ont pas d'audience. Et donc, en fait, j'ai trouvé cette stratégie qui est de m'axer sur les marketplaces. Tu vois, les marketplaces, c'est du eBay, du Amazon, du Etsy. Et en fait, je me suis dit, attends, comment on peut coupler de la marketplace avec des produits digitaux? Et en fait, je me suis axé sur un truc qui est tout simplement Etsy. Et sur Etsy, en fait, j'aide et j'accompagne donc mes élèves à vendre des produits digitaux sur Etsy. Donc, en termes de produits digitaux, comme je te disais, on peut avoir des templates de posts Instagram, des presets, tu sais, sur Lightroom si tu veux changer ou modifier. Ça peut être des calendriers, des planners, ça peut être des cartons d'invitation pour des mariages, ça peut être des posters, ça peut être de l'art. Tu vois, j'ai une élève qui vend des posters digitaux, donc la personne doit l'imprimer et elle est entre 1000 et 1500 dollars par mois, quoi. Et c'est tout con, quoi. Le truc, elle l'a fait une fois, elle l'a vendu plus d'une centaine de fois et c'est juste bien. Donc, tu as plein d'idées comme ça. Tu peux vendre toutes sortes de produits digitaux sur Etsy, parce que c'est vrai qu'en France, on a cette idée qu'Etsy, c'est le fait main, etc. Oui, c'était le cas avant, mais maintenant, ils se développent pour choper plus de parts de marché, ce qui est juste normal. Et en fait, les produits digitaux, il y a peu de personnes qui connaissent cette technique, mais quand tu mets des produits digitaux sur Etsy, tu fais de la marge de malade. Etsy, en termes de vente, ils te prennent à peu près, allez, on va dire 10%, 10% de ta vente. Donc, dis-toi que si tu vends un truc à 30 euros, bah, ils vont te prendre 3 euros à peu près. Ça te laisse 27 euros dans ta poche, quoi. C'est incroyable. Et le trafic est déjà là. De mémoire, si je ne me trompe pas, on est entre 3 et 5 millions de visiteurs mensuels juste en France. Après, imagine, tu fais aux États-Unis, je crois que c'est 141 millions ou un truc comme ça. C'est énorme, hein. Etsy aux États-Unis, c'est énorme. Et donc, ça te permet forcément d'avoir du trafic qui vient et tu fais des ventes. Et ce que j'aime bien donner, moi, comme phrase pour les marketplaces, c'est que plus tu vends, plus tu vends. Parce qu'en fait, eux, ils veulent gagner de l'argent. Donc, s'ils voient que ton compte commence à vendre, ils vont te mettre plus en avant et tu vas faire plus de ventes et c'est une boule de neige. Et si au début, tu ne vends pas, ton seul objectif, c'est de lister le plus d'offres possible, donc le plus de produits possible pour déclencher tes premières ventes qui vont après faire déclencher la boule de neige. Mais ce qui est bien, c'est que ça demande 0 euros d'investissement. Tu n'as pas besoin de gérer les retours, tu n'as pas besoin de gérer le SAV, tu n'as pas besoin de gérer l'acquisition de trafic. J'ai envie de dire que demande le peuple, tu vois. Ouais, bah ouais, carrément. J'avais une autre question là pendant que tu parlais, j'y pensais. Donc du coup, t'es t'es beaucoup parti sur le marché américain pour pouvoir faire tes business en ligne, non? Ouais, alors oui, c'est vrai que quand tu écoutes que la vidéo, tu dois te dire ça. Mais non, non, j'ai aussi beaucoup de business en France. En général, dès que j'ai un business aux US, j'ai aussi en France. Mais c'est vrai que j'ai toujours parlé plus ou moins bien anglais. Donc, je me suis dit, attends, les États-Unis, tu as quand même, comme on disait en off avant, tu as quand même plus de chances d'avoir des clients rapidement parce que le marché est beaucoup plus gros. Et donc, je suis parti là-dessus. Mais tu vois, par exemple, Etsy, j'ai aussi bien en français qu'aux États-Unis. J'ai tout ce qui est dropshipping, j'ai un site et print on demand, j'ai un site en français, un site aux États-Unis. Tu vois, je fais, comme je te dis, j'ai plein de business et à chaque fois, je dédouble les deux et c'est intéressant. Tu vois, sur certains business, je marche beaucoup mieux en France et d'autres, je marche beaucoup mieux aux États-Unis. Mais en fait, avoir les deux, alors c'est un luxe, hein, on est d'accord. Au début, concentre-toi juste sur un marché. Mais quand tu as les deux, ça te permet d'avoir un truc essentiel auquel peu de personnes pensent, c'est qu'en fait, tu as un business qui tourne 24 heures sur 24. Parce que tu sais, quand c'est la nuit quelque part, c'est la journée chez l'autre, etc. Tu vois? Et ça, c'est pas mal. Et quelle différence tu as vu entre le marché français et le marché canadien? À beaucoup de différences. Alors, les Américains, ils sortent la carte à tout va, hein. Eux, ils s'en foutent, hein. Ils voient une offre, clac, ils sortent la carte. Donc, c'est très facile. Par contre, ils demandent, s'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas, ils demandent des remboursements. Par contre, comme je le disais, beaucoup plus de compétition, ça c'est clair. Donc, il faut être meilleur et ça pousse à être meilleur. Les Français, du coup, moins de compétition, donc c'est peut-être plus facile de faire son trou. Par contre, pour qu'ils sortent la carte, les Français, comparé aux Américains, c'est pas le même délire, hein. Il y a vraiment un paradigme. Les Américains, ils sont dans cet état de consommation de masse, hein, même parfois too much. Mais nous, en tant que businessman, c'est très bien, tu vois. Mais ouais, ils sortent la carte à gogo, quoi. Alors qu'en France, on est un peu plus frileux. Tu sais, même pour donner un email en France, parfois, tu as l'impression que tu leur demandes genre leur assurance vie, leur compte en banque et tout. Calmez-vous, tu vois. Alors que les Américains, ils lâchent, ils s'en foutent, quoi. Ok. Et donc c'est pas plus difficile de se lancer sur le marché américain? Pour moi, il y a des pour et des contre des deux côtés, tu vois. Il n'y a pas de truc parfait, c'est à toi de maîtriser, mais c'est clair que si tu parles pas anglais, bah là, ça va être super dur. Après, si tu commences à un peu parler anglais, dis-toi que ton potentiel de croissance, et comme on disait, l'effet de levier, il va être beaucoup plus gros. Parce que si tu commences à avoir un truc qui tourne aux États-Unis bien,
tu peux aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut qu'un truc qui tourne moyen en France, tu vois. Mhm. C'est Et, tout. C'est juste ça la différence. et quand tu t'es lancé, tes parents, je sais pas, les gens autour de toi, ta famille, tes amis, ils t'ont dit quoi? Parce que tu avais déjà quand même pas mal d'études. J'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à personne parce que tu sais, j'étais un peu timide et j'avais tu sais, un peu peur du regard des autres, tu vois. Et je crois que mes parents, ils l'ont appris un an et demi après que j'avais mes business, tu vois. Donc j'avais eu le temps, un an et demi après, je gagnais déjà, attends que je dise pas de bêtises, je gagnais déjà 5-6 000 euros par mois avec mes business, tu vois. En fait, ils comprenaient pas, ils disent, mais attends, mais t'es au chômage, je comprends pas, parce que pendant cette période-là, j'étais au chômage. Il fait, non, t'es au chômage, je comprends pas comment ça se fait. Je fais, bah ouais, mais j'ai pas besoin parce que j'ai des business qui tournent. En fait, je suis pas au chômage, je travaille, tu vois. C'est juste que tu le vois pas et que j'ai pas un CDI propre comme mes parents aimeraient, tu vois. Et bon, après, ils ont commencé. Au début, ils me disaient, ouais, arrête de faire le clown sur YouTube, etc. Parce que, tu sais, pour eux, YouTube, c'était bah, comme tout le monde, hein, tu sais, comme beaucoup de parents, YouTube, c'est genre Cyprien, Norman, Squeezie, etc. Et j'aurais fait, bah, ok, tu sais, genre, j'écoutais, je faisais, ouais, d'accord, ok, je vais arrêter et tout, tu vois, alors qu'en fait, pas du tout. Et je me souviens un jour, j'étais avec eux et j'avais fait un lancement sur la page de vente, je crois, j'avais fait en 2-3 jours. J'étais tout petit, hein, je devais avoir 2000 abonnés, mais sur la page de vente, j'avais fait 8000 euros de vente pardon, en 3 jours. Et en fait, j'étais en train de faire un dîner de famille et je regardais sur mon portable. Tu sais, je pense que tu l'as eu aussi ce problème d'actualiser. Hein. On l'a tous fait un peu trop. J'actualisais et là, en fait, la page de vente, donc c'était système.io, tu voyais les stats de la page de vente, c'était 8900, tu vois. Et en fait, je laisse mon portable et je vais aux toilettes. Et quand je reviens, je crois que c'est ma mère, elle me fait attends, mais c'est quoi ça et tout. Je fais, elle me dit en gros, tu fais quoi de mal et tout. Tu sais, elle pensait limite que je disais de la drogue, tu vois. Je fais non, mais je fais bah tu vois, je lui ai expliqué, je fais c'est ce produit, j'ai lancé ça en 3 jours. Elle me fait et ça en 3 jours, t'as fait ça. Et j'ai fait bah ouais. Elle me fait tu sais que genre pour certains, c'est ce qu'ils gagnent en un an quoi. J'ai fait bah ouais. Et je fais c'est pour ça que je te dis que c'est un vrai business que je fais. Et là, ils ont commencé à comprendre que ok, c'était sérieux, tu vois. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es pas découragé quand ils t'ont dit, ouais, arrête de faire le clown, tout ça? Euh, J'ai toujours eu, depuis que je suis tout petit, je répétais à mes parents deux choses. C'était un, que j'allais être entrepreneur et que de deux, j'allais habiter aux États-Unis. Euh, Ils se sont toujours foutus de ma gueule et je le savais en fait. Tu vois, moi, je n'ai jamais été fait pour être salarié, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'as un petit maire de 12 ans qui dit, bah, tu sais, moi, j'habite aux États-Unis, je serai entrepreneur, ça te fait rire, tu vois. Tu te dis, ouais, il est mignon, tu vois. Et donc, je les comprends à l'époque, tu vois. Et donc, tu vois, quand j'ai accompli ces deux choses-là, pour moi, j'étais, ok, tu sais quoi, c'est que du bonus qui se passe maintenant, c'est top du top. Et donc, du coup, ouais, j'ai jamais abandonné parce que je savais que j'étais capable, tu vois. Et ça, c'est très compliqué à expliquer ça en France, de savoir que tu es capable de le faire parce que les gens vont penser que tu es prétentieux, que tu es égocentrique, etc. Mais en fait, genre, ce que j'explique tout le temps à ma famille quand on revient justement sur ces moments-là, je leur dis, mais personne n'est dans ma tête, personne n'est avec moi quand je taffe jusqu'à 3-4 heures du mat le vendredi soir et que tous mes potes sont en soirée, tu vois. Donc je sais que je suis capable et personne ne peut le savoir parce que eux, ils vont avoir que, tu sais, ils vont voir ta vidéo et ils vont se dire, oh, bah, la vidéo, elle dure 10 minutes, ça lui a pris 10 minutes à tourner, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a je pense que tout le monde l'a vu, cette image sur Instagram avec l'iceberg. Tu sais, tu vois, tu as l'iceberg, mais tu as derrière ce qui est en dessous et c'est ça le plus important. Et donc, c'est pour ça, moi, j'ai jamais douté de moi. Et de toute façon, je pense que si tu doutes de toi, t'es foutu, quoi. Parce que personne va croire en toi. Ça, c'est clair. Personne. Ouais, parce que généralement, les gens, quand ta famille, tes parents te disent carrément, ouais, non, mais c'est des bêtises, tout ça, non, ça te défonce un petit peu, tu vois. Non. Bien, ah bah bien sûr, ça fait pas plaisir, c'est clair. Mais justement, moi, je suis un peu, je suis un peu, je pense que j'ai un peu un problème dans mon cerveau, c'est que j'adore trop la compétition, tu vois. Et moi, quand on me dit, ouais, arrête tes conneries, tu gagneras jamais d'argent, moi, je me dis, ah, moi, je gagnerai jamais d'argent, bouge pas. Tu vois, je suis un peu comme ça. Et alors, c'est pas très sain, hein. Je te rassure, c'est pas très sain du tout, parce que parfois, je me mets en compétition pour des trucs totalement cons. Mais là-dessus, tu vois, je voulais juste leur prouver, tu vois. Et quoi qu'il en coûtait, je voulais le prouver, tu vois. Et donc, mais c'est sûr que mentalement, je sais que 99% des gens vont échouer. Et c'est OK, tu vois. C'est pas genre. C'est vrai on est un peu tombé parfois dans un syndrome de les entrepreneurs, tu sais, c'est l'élite suprême, tu vois. C'est trop bien d'être entrepreneur. Mais attends, ouais, c'est trop bien. T'as une liberté de malade. Mais putain, qu'est-ce que tu donnes derrière en termes de sacrifice? Tu vois, il n'y a pas de. Est-ce que ça te convient? C'est ça le plus important. Et est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Voilà, c'est ça pour moi le plus important. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à être entrepreneur aussi jeune? D'où ça t'est venu? D'où ça sort?
Je sais pas, je voyais mes parents, mes parents étaient, mon père il devait être directeur commercial, je sais pas quoi, mais tu sais, il était salarié. Et je sais pas, ça me faisait pas rêver tu vois, ça me faisait pas rêver. Mais c'est vrai, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a inspiré d'être entrepreneur? Je sais pas, j'ai toujours aimé, tu sais, créer mes propres trucs, etc. Tu sais, faire ma vie et qu'on me fasse pas chier, quoi. Je pense que c'est ça aussi. C'est surtout un. Ah, c'est même pas de l'argent, tu vois. Je pense que j'ai très peu parlé d'argent dans cette vidéo parce que moi, c'est même pas ça qui m'anime, c'est vraiment la liberté, quoi. Enfin, le truc que t'as pas de réveil, t'as personne qui te fait chier, tu pars en vacances. Bon, moi jamais, mais tu pars en vacances quand tu veux, c'est quand même magnifique, tu vois. Et c'est vraiment plus pour ça. Et je sais pas, tu sais, j'aimais bien les jeux de gestion aussi. C'est peut-être con, hein, mais j'aimais bien les jeux de gestion. Et tu sais, genre les SimCity, les conneries comme ça, tu vois, quand tu commences à avoir de la ville, tu vois que ça fait de la thune et tout. Tu te dis, bon, c'est de la fausse, hein, mais tu te dis, ouais, c'est trop bien. Et ouais, j'aimais bien ce genre de trucs-là. Et je pense que, je sais pas, après, tu te fais aussi avec les films et les séries, sûrement que tu regardes, tu te fais une idée de ce qu'est entrepreneur. Et ouais, c'est pour ça. C'est tout simple. C'est vraiment une recherche de liberté dès le début, quoi. Tu sais, moi, le moule, j'aimais pas trop, quoi. Ouais. Et est-ce que tu pourrais donner, par exemple, deux, trois conseils aux personnes qui aimeraient se lancer dans le business? Bien sûr. Euh, on a souvent, je pense que tu l'as eu, comme je l'ai eu, comme on l'a tous eu, le syndrome de l'objet brillant. C'est un peu un problème dans le sens où bah, tu peux pas être focus. Et ce qui est important, c'est d'être focus. Moi, ce que je préconise, c'est que déjà, si tu vois des idées de business que tu aimerais tester, fais-toi une liste, mais pendant au moins 3 mois minimum, tu testes un business et tu te focuses dessus. Si t'as zéro, si tu pars de zéro, tu te focuses sur un business et tu notes les idées de business. Ça va te permettre deux choses. La première, c'est que ça va te permettre d'être focus sur un seul business. Et la deuxième, ça va te permettre surtout de voir derrière que est-ce que après 2, 3, 4 mois, le business que tu avais noté bah, il y a 3, 4 mois en arrière, ça te plaît toujours. Parce que parfois, tu as un peu l'euphorie, tu vois un mec qui a eu des résultats, tu dis, oh, je vais faire pareil, ça a l'air trop bien. Et parfois, en fait, tu tombes un peu amoureux des résultats plutôt que du process. Et donc voilà, moi je parle vraiment toujours de ça, c'est focus-toi pendant 3, 4 mois, lâche pas, tu vois, mais tu t'en fous. C'est vraiment si tu dis, par exemple, je vais faire des vidéos YouTube, ok. Alors pendant 3, 4 mois, tu n'arrêtes pas et tu fais que ça. Et pas d'excuses, tu vois, pas d'excuses. Le pire que tu peux faire, c'est te donner des excuses. Ah oui, mais j'ai pas le temps. Oh mais si, oh mais ça. Ça, c'est le pire. Et donc pour moi, il faut vraiment se focus sur un seul truc et voir après si ça te plaît ou pas, si tu as des résultats ou pas. Ok. Et j'étais en train de réfléchir à ce que tu disais là. Et du coup, ah mince, j'ai perdu la question. Ouais, je vais te demander comment tu t'es senti quand vraiment tu as eu ta liberté, la liberté que tu voulais. Stressant. Stressant parce que tu te dis, OK, j'ai plus un. En gros, quand j'ai eu ma liberté, ça a concordé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais. Comme je te l'ai dit, hein, tu sais, je commençais à faire de la thune. Je travaillais. Mes premières formations commençaient à bien se vendre. Et en fait, donc j'étais au SMIC et j'ai été licencié parce que pour, comment on dit, truc économique, raison économique. Là. En gros, l'entreprise a fait faillite. Tu vois. Et là, en fait, bon, j'allais avoir un peu de chômage, mais tu sais, quand tu es au SMIC, ouais, c'est 600 euros, 700 euros, je crois, c'était un truc ridicule. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, je commençais déjà à gagner 4-5 000, mais j'avais plus en fait un système, c'est-à-dire j'avais plus une rentrée d'argent régulière qui allait me baquer. Donc j'ai eu un peu peur, tu vois, je me suis dit wow. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est tout con, hein, mais quand tu fais 4-5 000 euros et que tu travailles, je sais pas, peut-être 5-6 heures par jour dessus le matin et le soir sur ton business, mais que derrière, tu as toute une journée pour travailler sur ton business, en général, hein, ce qui se passe, c'est que ton chiffre d'affaires, il explose. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai vraiment explosé et en fait, ça m'a surtout mis un peu de pression pour mieux bosser plus rapidement, plus efficacement. Et donc, forcément, mes chiffres ont suivi, quoi. Et de 4-5 000, je crois que 2 mois après, j'étais déjà à 10 000, quoi. Waouh, énorme. Et c'est quoi les choses que tu avais mis en plus en place pour que ça puisse aller aussi vite? Délégation, très important. Tu vois, par exemple, quand je gagnais 300 euros par mois, direct, j'ai pris un assistant. Un mec, je lui ai dit, écoute, ok, j'ai que 300 euros pour le moment, tu vas travailler pour moi jusqu'à ce que tu aies 300 euros de dépensés. Tu vois, donc en gros, moi, je gagnais plus rien. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, c'est un peu un pari. Mais je me suis dit, tu sais quoi, 300 euros, c'est 300 euros. Même quand tu es au SMIC, ça va, tu vois, c'est genre, j'ai pas hypothéqué une maison. Mais je me suis dit, ça va me libérer tellement de temps que je vais pouvoir passer à autre chose et me focus sur des choses plus importantes. Donc moi, à cette époque-là, j'avais déjà des vidéos YouTube et j'ai délégué la partie montage vidéo. Et donc forcément, ça m'a permis de me focus sur autre chose. Et en fait, à chaque fois que j'avais un peu plus d'argent, boum, je réinvestissais. Et en fait,
pour moi, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est par exemple, je gagne 5 000 € par mois, cool, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter la petite Rolex, je vais me faire un bon resto, etc. Non, non, moi, ce que je faisais, c'est que je vivais limite dans une cave. Enfin, j'avais un bel appartement, tu vois, à côté de Paris. Enfin, bel appartement, un appart étudiant, tu vois, mais j'étais content, tu vois. Mais par contre, je sortais pas, je faisais rien et je réinvestissais tout dans mon business parce qu'en gros, tu as le choix. Soit tu te fais grossir toi avec ton argent, donc tu manges ton argent techniquement, soit tu fais grossir ton business. Et si tu veux que ton business il grossisse, faut le blinder. C'est aussi simple que ça. Donc en gros, c'est juste quand tu commences à gagner, c'est pas fini, c'est justement que le début et il faut bien disposer de ton argent et moi c'est comme ça que j'ai fait, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que tu t'es fait un peu plaisir ou comment tu as pu vraiment profiter de cet argent parce que tu étais au SMIC et là maintenant tu commences à Ouais, bien gagner pas sûr. mal de ta vie. Bah, moi, déjà, j'ai un rythme de vie hyper simple. Mais vraiment, tu vois, même là, bon, là, je me suis fait un petit kiff quand même, où j'ai un appart, tu vois, 105 mètres carrés, etc. Je me suis fait un kiff quand même sympa. Mais, par contre, il y a un truc que j'aime faire, c'est voyager ou les restos. Donc, j'ai commencé, tu vois, à prendre mes premiers voyages en business class. Putain, c'est bien quand même. C'est bien. Et tu vois, ça, c'est con, mais tu vois, c'est un truc. Tu vois, beaucoup de personnes vont prendre de la business, pas pour eux, mais juste pour le montrer. Moi, c'est vraiment pour moi. Je montre très peu, mais par contre, c'est mon kiff à moi, tu vois. Quand tu te fais un Paris-New York en business, que tu dors comme un bébé, ah, t'es bien quand même. Tu vois, c'est mes petits plaisirs. Et du coup, j'ai plus investi là-dedans, on va dire, en termes de plaisir. Mais sinon, ouais, non, pas trop de plaisir. Et puis les restos de temps en temps. Mais en fait, comme je te le dis, j'ai tellement un rythme de vie simple que je me fais plus de petits plaisirs plein de fois que, par exemple, tu vois, je vais m'acheter une grosse Rolex ou une grosse voiture. Non, tu vois, au début, je voulais m'acheter une grosse voiture et puis après, je me suis dit, je travaille de chez moi. Parfois, il y a des fois où pendant une semaine, je touche pas à ma voiture. Est-ce que c'est intéressant? Tu vois, je pense pas. Et donc, je me suis dit, je préfère foutre l'argent dans mon business et si jamais je veux me faire un kiff, bah, tu sais, tu vas sur des sites, tu loues une voiture pendant 2 3 jours et tu te fais un kiff, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je gère mon argent. Après, évidemment, chacun est différent. On a tous des passions et des plaisirs différents. Moi, mes petits plaisirs, c'est business class, des beaux hôtels aussi et bien manger. Bon, c'est tout. Si jamais tu devais mettre un chiffre, à partir de quel moment le bonheur il est lié à ce que tu gagnes, tu vois? J'avais lu une étude, je pense que tu as lu la même, c'est 6 000 quelque chose euros. Ouais, je pense, je dirais à peu près par là. Vraiment, 6 000 euros, tu t'en fous. À partir de 6 000 euros, tu t'en fous et ça devient vraiment un. Honnêtement, ça devient. Aujourd'hui, moi, mon chiffre d'affaires, c'est limite un chiffre dans un jeu vidéo, tu vois. Tu veux faire mieux, mais pas pour l'argent. C'est juste pour le challenge, tu vois. Mais ouais, je dirais 10 000. Allez, pour arrondir, 10 000. 10 000 après que tu fasses 11 000, 9 000, t'es pas plus heureux. Mais c'est vrai qu'au début, on va pas se mentir, putain, quand tu fais tes premiers 10 euros, 500 euros, 1 000 euros par mois, putain, t'es refait, hein. Tu te dis, j'ai découvert un truc de malade, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, tu comptes habiter toute ta vie aux États-Unis ou tu comptes revenir en France, toi? Non, 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 non. Alors, toute ma vie aux États-Unis, je l'espère vraiment. Après, avec les visas, etc., on ne sait pas trop. Mais par contre, non, ça c'est clair, je ne reviendrai jamais en France. Tu vois, si jamais mon visa n'est pas renouvelé pour X ou Y raison, je partirai, je pense, au Mexique ou Canada ou Portugal, tu vois, mais pas la France. S'il vous plaît, pas la France. Ok, ça marche. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein. Est-ce que tu veux dire Ouais. quelque chose avant que je conclue la vidéo? Bah, juste un truc, c'est que peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vraiment, croyez en vous, bossez et bossez, bossez. C'est vraiment le plus important. Je connais beaucoup trop de personnes qui regardent des tonnes de formations, qui regardent des tonnes de vidéos, mais qui passent jamais à l'action. Et je peux vous assurer que vaut mieux ne rien savoir, mais vraiment foncer. Par exemple, vous prenez une formation, vous l'appliquez, mais jusqu'à la moelle, et vous foncez, vous aurez plus de résultats que d'aller picorer à droite à gauche. Vraiment, et c'est pas facile, hein. Être entrepreneur, c'est pas facile, mais c'est le plus beau métier du monde à mon goût, quoi. Ok, super. Bah écoute, bah les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais t'as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais t'as pas aimé cette vidéo, ce que tu penses qu'on est des mythos, etc. Ouais, je pense que c'est tout ce que je vais te dire. Ouais, voilà les gars. Donc les gars, je mettrai en lien en description pour tous ceux qui sont intéressés. D'accord. Bah, ceux qui veulent suivre un petit peu la formation, je sais pas ce qu'on mettra. On mettra quoi? Ouais, bah, t'inquiète, je te filerai le lien. Tu pourras le partager si ça intéresse les gens de pouvoir se lancer avec Etsy avec grand plaisir.
Ok, super. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.